Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cœur de patrimoine, votre rendez-vous hebdomadaire avec la gestion de votre épargne. Vous le savez, chaque mercredi matin, Radio Patrimoine convie les meilleurs experts pour vous offrir des conseils avisés pour gérer au mieux vos placements. Au sommaire de ce 38e numéro, on va voyager direction dans un instant Dubaï pour y parler non pas influenceurs mais plutôt immobilier. Et puis on regardera ensuite à la loupe les marchés. À l'heure où le monde se pose tant et tant de questions, on verra comment les financiers observent et réagissent à tout ça. Et puis, comme chaque mois, on parlera de la tech française. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on prend donc comme promis la direction de Dubaï. Enfin, on va pas vraiment voyager puisque c'est Dubaï qui est venu à nous dans le studio de Cœur de patrimoine. Bonjour Yann Darwin. Bonjour. Merci je suis très content d'être au d'être là. rendez-vous et d'avoir fait le déplacement. Il fait un petit peu moins chaud, un petit peu moins beau ici. Un petit peu, mais on a du soleil, donc Bon. je vous pardonne. Vous êtes le cofondateur de Green Bull Group, Oui. et groupe assez étendu et qui a notamment ses activités immobilières. Et on va justement se pencher sur l'investissement immobilier à Dubaï parce que ça peut être une piste pour tel ou tel épargnant. D'abord, comment se porte aujourd'hui ce marché immobilier à Dubaï ? Quelles sont les principales différences, s'il y en a ? Par exemple, avec l'ambiance, les opportunités, la dynamique du marché européen, français en tout cas. On râle un peu sur l'immobilier en France. Qu'est-ce qu'il en est à Dubaï ? Écoutez, c'est un peu différent. On sort de 3 ans de hausse ininterrompue. Mois par mois, tous les mois, depuis plus de 36 mois, on a une augmentation. Et on est le premier mois, ce mois-ci, avec une légère baisse de moins 0,57. Donc autant dire qu'on se stabilise. Donc le marché se porte plutôt bien et plutôt mieux qu'en Europe, mais en même temps, c'est une économie qui est plus jeune et on a énormément de migration de millionnaires, beaucoup de nouvelles fortunes qui arrivent pour profiter. Comme vous l'avez dit, il y a le côté chaleur, vacances et influenceurs, mais il n'y a pas que ça à Dubaï. On est sur un hub aujourd'hui extrêmement important financier, énormément de business, de l'optimisation fiscale aussi, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Et donc, on attire aussi beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs. Vous soulignez la dynamique du marché, mais en épargne, en finance, en placement, souvent quand on dit « Oh là, ça a monté pendant 3 ans », enfin, ou pendant X années, hein, c'est pas pour stigmatiser les 3 ans, mais tout le monde a un petit peu le réflexe de dire « Ah, est-ce que c'est pas un peu trop tard ? Est-ce que c'est pas un peu une bulle ? Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir ?» Qu'est-ce que vous me dites si je vous dis « Est-ce que c'est encore le bon moment pour investir ?» Écoutez, moi j'aime regarder les fondamentaux de marché. On a tout un certain nombre de rapports, et notamment UBS qui fait un rapport tous les ans sur l'immobilier autour du monde dans les plus grandes capitales, notamment Dubaï. Selon eux, on est loin de la bulle, on est en secteur faible. Comparativement à plusieurs villes, notamment aux États-Unis, Miami par exemple, qui est en forte risque et chance de bulle. Après, j'aime aussi regarder qui sont les capitaux qui arrivent et comment est-ce qu'ils arrivent. Aujourd'hui, on a beaucoup d'institutionnels qui arrivent pour investir. On le voit nous-mêmes au sein de Green Bull et notamment Green Bull Properties parce qu'on maîtrise aujourd'hui l'achat, la rénovation et la revente et même une plateforme de financement participatif qui nous permet également de lever des fonds. Et on voit de plus en plus de capitaux qui arrivent, notamment institutionnels, qui sont des gens quand même qui font des études, qui ne font pas n'importe quoi, qui font des études de marché avant de venir. Qu'est-ce qu'on peut dire du standing, de la qualité des biens ? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est un peu... un lieu magique et assez fantasmagorique. Tous ces Émirats, toutes ces régions du Golfe, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire du standing, de la qualité des biens, comment ça se positionne par rapport aux grands noms que vous avez cités. Vous avez notamment parlé de la Floride, mais voilà. Et si on regarde même par rapport à Paris, ou peut-être à quelques grandes villes françaises, qui peuvent aussi intéresser parfois des ultra network, des très très riches comme on dit. Ouais, c'est une ville qui est beaucoup plus jeune. C'est un pays qui est jeune lui-même. En lui-même, le pays est jeune et la ville est très jeune. La ville s'est construite très vite. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a très honnêtement un manque de qualité. Et on est bien loin des paillettes en fait de Dubaï quand on voit Dubaï de loin ou quand on vient en vacances. Il y a des endroits qui sont incroyables et notamment les endroits les plus connus, notamment les hôtels, etc. Mais dans le résidentiel, on a construit très vite. On a construit très neuf. On a construit également pour des investisseurs à l'époque. Donc, tous les biens qui ont aujourd'hui 10 ans, 20 ans, 25 ans, finalement arrivent sur leur tour de rénovation. Et c'est exactement notre métier. Nous, on fait du redéveloppement immobilier. C'est un métier qui n'existe pas trop en France. Et le redéveloppement consiste à prendre des biens et aller
aller redévelopper complètement à l'échelle d'un quartier. En fait, on n'en prend pas un qui serait une rénovation simple, mais on prend plusieurs biens similaires dans le même quartier pour finalement redévelopper à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une rue ou plusieurs. Et ça, c'est un vrai métier qui est en demande sur Dubaï, puisque quand on prend des communautés comme sur lesquelles on opère, les maisons ont 20 ans et elles ont été construites rapidement et il y a besoin de les rénover. Alors, rentrons un petit peu dans le détail, parce que chaque fois qu'on part, entre guillemets, sur une thématique d'investissement immobilier à l'étranger, il y a toujours une question qui se pose de la façon dont on opère, entre guillemets, parce que c'est vrai que nous, on est éduqués, biberonnés au cadre français, avec l'agent immobilier, avec le notaire, avec beaucoup de garanties aussi, quelque chose de très encadré, de très formalisé. Comment ça se passe à Dubaï ? On sait que dans beaucoup de destinations, c'est pas tout à fait la même chose, notamment du côté des notaires. Ça n'existe souvent peu ou pas, ce sont plutôt des avocats, etc. Comment ça se passe à Dubaï ? Est-ce que y a des précautions à prendre ? Enfin voilà, dites-nous un petit peu le parcours de l'acquéreur à Dubaï. C'est légèrement similaire à la France, mais il y a des différences. Alors, vous allez d'abord faire des visites, comme en France, avec le plus souvent un agent immobilier, comme en France, qui vous prendra une commission, comme en France. Bon. En général, les commissions se situent aux alentours de 2%. Donc, c'est souvent inférieur. Vous n'avez pas dit comme en France. C'est souvent inférieur à la France. Ensuite, quand vous allez vous mettre sous compromis, qu'on n'appellera pas un compromis là-bas, mais c'est un avant-contrat comme en France, vous allez tout simplement décider du contrat, si jamais il y a des spécifications, des choses qui vont différer, ou alors des règles ou des demandes que vous allez faire à votre vendeur, typiquement faire des travaux, typiquement livrer le bien dans tel état, vraiment comme un avant-contrat, comme on ferait en France. Ensuite, vous allez passer devant un notaire qui sera un trustee là-bas, donc qui est vraiment un organe légal qui a le droit par le Dubai Land Department de gérer les ventes immobilières, un petit peu comme un avocat. D'accord. Et ensuite, très rapidement, vous allez avoir... Mais il y a un cadastre, il y a un cadastre qui est finalement le Dubai Land Department, qui est finalement l'équivalent de la publicité foncière en France, qui répertorie et gère les transactions immobilières. Là-bas, c'est blockchainisé, c'est-à-dire que vous avez un QR code et tout est ancré dans la blockchain finalement. Donc, il n'y a pas de crypto derrière, mais il y a bien une blockchain qui sécurise tout ça. Et quand vous faites votre transfert, 20 minutes après, vous avez votre titre de propriété et vous pouvez le scanner, vous pouvez le télécharger. Donc les transferts sont globalement beaucoup plus rapides. Entre le moment où j'arrive en disant tiens voilà, je veux acheter un appartement, une maison, on s'en fiche, à Dubaï, et le moment où je serai propriétaire, on sait qu'en France, on va dire ça prend 3-4 mois. Ouais, un bon 3 mois. Ouais. À Dubaï, ça prend combien de temps ? C'est beaucoup plus rapide parce qu'on a beaucoup moins de DPE, de choses à valider en amont. Il faut valider la clim quand même, non ? Il faut valider un certain nombre de choses. On a ce qu'on appelle des NOC, par exemple, qui sont finalement des autorisations de transférer, parce qu'on va vérifier que vous ne devez rien. En tant que propriétaire-vendeur, on va vérifier que vous avez bien payé vos charges, etc. Donc, il y a le temps de faire cette vérification-là et qu'on vous donne ce fameux NOC, Non-Objection Certificate, un certificat qui ne vous empêche pas de vendre, c'est littéralement ça, et vous allez pouvoir transférer. Honnêtement, les délais, s'il n'y a pas de prêt, on va parler de 1 à 3 semaines. Si on a un prêt bancaire, c'est un peu plus long, forcément le temps d'opérer le prêt, mais on est sur des délais d'1 à 2 mois. Et en général, on est obligé de passer par une banque locale, ou est-ce que vous savez que les banques françaises suivent ? Non, les banques françaises ne suivent pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être rarement certaines banques privées, mais en tout cas, toutes les banques grand public ne suivront pas parce qu'elles ne peuvent pas prendre de garantie, tout simplement. Donc, c'est difficile pour une banque de prêter, sauf conditions extrêmes, sans prendre de garantie. Bon. Et il y a à part ce certificat, mais qui concerne plutôt le vendeur, si j'ai tout bien compris, il y a des restrictions pour les investisseurs étrangers. Est-ce que il faut un visa ? Est-ce qu'il faut avoir déjà une résidence ? Enfin, il y a des conditions à remplir quand on est investisseur étranger et qu'on veut acheter de la pierre à Dubaï. Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est le visa investisseur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de visa pour acheter, mais c'est plutôt acheter qui vous donnera un visa. Si je fais un petit peu l'équivalent en dollars, puisque le dirham des Émirats est adossé sur le dollar, donc souvent on ne parlera pas en euros, je ferai les conversions en dollars puisqu'il est stable par rapport au dirham. À partir d'un investissement légèrement supérieur à 200 000 $, vous aurez un visa de 2 ans. Avec un investissement légèrement supérieur à 550 000 $, vous aurez un visa de 10 ans, qu'on appelle le Golden Visa, le visa investisseur. Donc c'est l'investissement qui vous donne le visa. Et en fait, ça va dans la mouvance de Dubaï d'attirer le public, d'attirer la richesse, d'attirer les investisseurs, d'attirer les entrepreneurs.
Donc, c'est assez simple d'acheter. Ce qui est plus difficile, c'est le financement. Si vous êtes sur place et que vous êtes résident, donc que vous avez un visa avant d'acheter, vous allez pouvoir emprunter à la banque un petit peu comme en France. Les règles du jeu sont un petit peu plus serrées. Il y a plus d'apports qu'en France parce que le pays fait attention et la ville fait attention à ne pas trop endetter les investisseurs parce que c'est comme ça qu'on crée des bulles. Donc, il y a des apports minimums de 20, 30, 40%, 50% parfois dans le neuf, tout à fait. Donc, c'est beaucoup moins bullesque que ce qu'on le croit. Mais c'est possible d'emprunter si vous êtes résident et que vous travaillez sur Dubaï. Si vous êtes français et que vous voulez faire un investissement à distance, c'est possible. Il vous donnera un visa. Mais emprunter sera très difficile sur Dubaï, voire impossible. Et donc, il faudra acheter cash. Aujourd'hui, le marché dont on a parlé au début, il concerne plutôt des propriétaires, c'est-à-dire des investisseurs qui viennent acheter pour eux-mêmes, ou c'est aussi ou surtout un marché locatif ? Alors, il y a un gros marché, ce qu'on appelle de end-user, donc de propriétaires à Dubaï, et notamment dans le luxe, c'est le marché sur lequel on opère nous. C'est vraiment, typiquement, il y a des cas qui m'ont choqué, comme une famille qui habitait à Londres, dans des quartiers très chers, Mayfair, qui vient de vendre son appartement pour 10 millions de livres et qui arrive à Dubaï, et pour la même somme, a beaucoup plus grand, une maison avec jardin, avec une vue, etc. Parce que les prix, on n'en a pas encore parlé, sont comparativement à toutes les plus grandes capitales, Londres, Paris, on parlait de New York, Miami, etc., les prix sont beaucoup plus bas. Aujourd'hui, un bien bien placé dans le luxe à Dubaï, on est à 4 à 6 000 du mètre. Alors qu'à Paris, vous connaissez les prix. On est très largement au-dessus de 10 000. Et dans le luxe, on est plus à 20, 30, parfois encore plus. Donc, comparativement, les gens viennent, les gens achètent et on a un gros marché de end-user. Il y a également un gros marché d'investisseurs puisque forcément, avec beaucoup d'immigration, avec beaucoup de nouvelles personnes qui rentrent. Il faut bien loger tout le monde. Il faut loger tout le monde. Et on a un manque de logement actuellement. Et ça, on a une idée du rendement. Enfin, oui. Il existe un rendement type, on va dire, à Dubaï. Si on doit le comparer à la France, où le rendement type grande louche va être entre 2% pour les biens typiquement parisiens, etc., jusqu'à aller 4-5%, on va dire que ça va être le rendement type français, hors exception très rentable, etc. À Dubaï, le rendement type va être entre 6 et 9%. Ah oui, quand même. On se décale vers le haut. Ouais. Juste pour terminer, vous nous avez parlé de nécessité parfois de rénover. Oui. C'est facile de faire des travaux. Il y a des points d'attention là aussi à avoir parce que on imagine qu'on ne parle pas forcément la langue, qu'on ne connaît pas les us et coutumes. Enfin voilà, c'est compliqué de faire des travaux à Dubaï. C'est très compliqué de faire des travaux à Dubaï. On a déployé presque 200 millions de dollars sur les 2 dernières années en redéveloppement pur et donc en rénovation lourde. Donc on va jusqu'aux fondations, jusqu'aux grosses œuvres. On a la barrière de la langue. On a la barrière de la compétence également. C'est-à-dire qu'en France, quand vous faites venir un artisan, comme quoi à Dubaï, tout n'est pas magique et rose, un artisan français sort de son spectre. Je m'explique, je prends un plombier, il faut faire un trou pour faire passer un tuyau, il va le faire. Ou alors, il faut éventuellement dévisser une ampoule pour faire quelque chose et la remettre, il va le faire. Non, à Dubaï, le plombier va s'arrêter à la plomberie pure et dure et il fera pas de placo, il fera pas un trou, il dévissera pas une ampoule. Donc, les équipes sont beaucoup plus importantes et ce gap un petit peu de compétences. Il faut un sacré conducteur de chantier. Exactement. Donc, on a des équipes qui sont beaucoup plus grosses, la main-d'œuvre est moins chère. Donc, sur nos maisons, parfois, on a 40-50 personnes en simultané, mais par contre, la conduite de chantier est beaucoup plus compliquée et la qualité est plus compliquée à obtenir. Devant, qu'est-ce qu'il y a ? Encore de la hausse, encore de la bonne tenue ? C'est un investissement qu'on peut envisager pour le long terme ? Comment vous voyez les choses ? Écoutez, je le pense quand je vois tout ce qui est mis en place actuellement par le gouvernement pour toujours attirer les gens, pour augmenter la satisfaction vraiment du client, parce que là-bas, les gens, les immigrés sont des clients finalement. Il y a 90% d'expatriés à Dubaï, enfin d'immigrés, quand on le voit de là-bas. Donc, on cherche à attirer les gens, on cherche à créer du business. Pour ça, on a un ministère du bonheur. On va jusqu'à des choses folles comme ça. Ouais. Et donc, je vois un avenir assez radieux. Quand on regarde les chiffres et les projections sur l'année 2025, on devrait avoir la plus grosse millionnaire migration de la dernière décennie qui devrait intervenir. Les capitaux arrivent, les institutionnels investissent de plus en plus. Donc, je pense que pour quelques années au moins, on est tranquille. Après, rien n'est jamais figé dans le marbre dans l'investissement. On va être très honnête. Qui peut y penser ? Quel est, on va dire, le ticket moyen d'un investisseur français, épargnant français, entre guillemets, pour aller investir à Dubaï ? Est-ce que c'est quelque chose qui est réservé finalement à des épargnants un peu fortunés, via des family office, via leur CGP, ou est-ce que tout à chacun qui nous écoute ce matin peut se dire, tiens, pourquoi pas finalement aller investir à Dubaï ? On va avoir 3 grands types de personnes.
Les premiers, ça va être en effet les gens très riches qui cherchent à se diversifier, et donc qui peuvent mettre des tickets facilement de 500 000, 1 million et plus, qui peuvent sans problème se diversifier sur cette économie-là. C'est peut-être pas la plus grosse partie de votre audience. Ensuite, on a les gens qui veulent s'expatrier, qui veulent aller à Dubaï. Là, on l'a vu, avec des tickets beaucoup plus faibles, 200, 250 000, 300 000 $, on peut obtenir un visa, on peut s'installer, on peut être légal sur le pays, on peut travailler, on peut voire même refinancer le bien qu'on a acheté un petit peu plus tôt auprès d'une banque. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a les investisseurs que je vais appeler petits tickets, et c'est notamment ce qu'on fait sur notre plateforme de financement participatif myclubdeal.com, où à partir de 1 000 €, vous pouvez investir, pas sur un bien complet, mais sur une fraction, bien sûr, du bien. Mais ça permet aussi de s'exposer à cette économie, de s'exposer notamment en dollars, même si on est exposé en dirham, mais je vous l'ai dit, il est adossé au dollar, donc on s'expose à une autre monnaie, et c'est intéressant également pour le petit porteur qui veut mettre un petit peu un premier orteil dans l'économie au Middle East. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. Yann Darwin donc et Green Bull Group qui nous proposait ce petit voyage, cette excursion du côté de Dubaï. Merci d'être passé nous voir. Nous on poursuit notre voyage dans Cœur de Patrimoine et on va s'intéresser au marché. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur. On se connecte donc au marché financier à présent avec Hervé Goulet-Quer. Bonjour Hervé. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, conseiller économique d'Accuracy. Beaucoup de choses et beaucoup de préoccupations aussi dans la tête de tout à chacun. Les tout derniers développements géopolitiques nous font pas mal réfléchir. On va essayer de voir un petit peu ce qu'en disent les marchés, comment ils vivent les choses. Déjà, quelle est un petit peu votre analyse conjoncturelle de cette planète finance? Quels sont les principaux risques ou peut-être d'ailleurs opportunités que vous avez ou que vous auriez identifiées? Je crois que si on part des marchés, partons des marchés actions, ce qu'on voit c'est quand même un contraste qu'on avait un peu oublié. Il y a de l'incertitude, tout au moins du questionnement côté américain. La performance d'un indice comme le S&P 500 depuis le début de l'année, on doit être autour de 2% au mieux. On a une performance beaucoup plus nette du côté européen. On doit être, pas loin de 12% depuis le début de l'année. Donc, avantage à l'Europe. Alors, on peut expliquer ça par des éléments techniques. On va dire, il y avait un retard européen. Oui, il y a un sacré retard européen. J'allais vous dire, en fait, le vieux presque briscard que je suis, aux commentaires, vous direz enfin l'année de l'Europe. Voilà, peut-être. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retard. Alors, on peut dire les valorisations sont quand même moins fortes du côté européen que du côté américain. Mais je pense que c'est pas toute l'histoire. En fait, même s'il y a peut-être des questions de maturité, on voit plutôt à court terme aux États-Unis, on voit sans doute plus à moyen terme en Europe, on est plus dans le conjoncturel du côté américain, dans le structurel côté européen. Donc les comparaisons ne valent pas entièrement, mais il n'empêche que le marché nous envoie un message et il faut le suivre. Je crois que du côté américain, il y a une politique économique, qualifions-la d'hétérodoxe, qui serait en train d'être mise en place. On nous parle de droits de douane. Est-ce que ça sera inflationniste? On veut baisser les impôts, mais dans un contexte de déficit des comptes publics élevé. Est-ce bien raisonnable? Et donc, l'attitude des ménages, l'attitude des entreprises, c'est de se dire « faisons attention, la confiance des uns comme la confiance des autres est en train de baisser ». Avec des anticipations inflationnistes qui remontent. Bref, moins de croissance, plus d'inflation. Il y a une époque où on appelait ça stagflation. C'était il y a de longues décennies de cela. Mais voilà, ça envoie un message qui n'est pas très encourageant. Et en période de stagflation, la bourse, c'est pas très sympa. Et dans ce cas-là, il faut que l'on préfère les actifs, je dirais, en dur, genre matières premières, or, par exemple. Ouais. Mais si on reparle d'inflation, si on reparle de tous ces concepts-là, c'est-à-dire qu'il faut aussi ouvrir nos oreilles, ou notre attention aux banques centrales, qui sont un peu, depuis quelques semaines, on va dire, ou quelques mois passés dans un deuxième degré, face à la politique, face à l'arrivée de Trump, face aux risques géopolitiques avec l'Ukraine, avec peut-être aussi l'Asie. On a vu ces manœuvres chinoises.
Enfin voilà, donc est-ce que les banques centrales sont à considérer, qu'il faut les regarder Alors, les banques centrales, dans ce monde pétri d'incertitudes, tous les indices d'incertitude que l'on a sont à la hausse, voire à des points hauts. Dans ce contexte-là, les banques centrales, elles ont mis les pouces en disant « attendons ». Alors, elles ont mis les pouces, c'est tout à fait le cas de la Banque centrale américaine qui attend pour voir avec une interrogation des marchés. Le prochain mouvement sera-t-il à la baisse, comme on le pensait tout au long des longs derniers trimestres, ou alors est-ce qu'il sera à la hausse parce que ce qu'on vient de décrire. Alors, du côté européen, c'est comme si on était un coup avant. C'est-à-dire qu'on va avoir une baisse des taux d'intérêt. Sans doute, le taux de refinancement de la Banque centrale va baisser de 25 centimes plus tard cette semaine. Mais on voit bien que pour la suite, il y a débat. Il y a ceux qui disent « scrognonieux, il faut continuer à le faire parce que l'activité n'est pas très bien oui. ». Et puis, il y a ceux qui disent « bon, dans ce contexte actuel, pas très facile à lire, peut-être que garder un peu de poudre au sec, comme on disait autrefois, ça ne serait pas une mauvaise chose ». Et comment est-ce qu'on peut un peu protéger, enfin, avoir une vision un peu patrimoniale, l'épargnant qui nous écoute ce matin, de se dire, bah voilà, c'est vrai qu'il y a ce contexte d'inflation, il y a une forte volatilité. Comment est-ce que vous pourriez leur conseiller de naviguer finalement, de réduire un peu la toile, de tenir le cap voilà. Alors, il y a deux choses, je crois, et ça nous permettra de revenir sur l'Europe. On a fait l'impasse dessus. Soit vous avez une vision un peu de moyen terme, et c'est peut-être le message que le marché envoie sur l'Europe aujourd'hui, soit vous avez une vision de court terme, et dans ce cas-là, incapacité à enjamber les incertitudes actuelles, et il faut avoir un comportement prudent. Donc regardons les deux cas de figure. Soit vous enjambez, et donc vous voyez le moyen terme, et là, en Europe, il y a un message qui est envoyé. L'environnement stratégique est plus compliqué. On va devoir dépenser plus d'argent dans la défense. Alors évidemment, ça peut être fait de plein de façons. Certaines, sans doute plus favorables à la croissance économique. Vous financez vos dépenses plutôt par l'emprunt. Vous privilégiez des équipements européen. Et dans ce cas-là, oui, c'est bon pour la croissance. Et ce qui nous manquait le plus en Europe, c'était justement de la croissance économique. Et là, il y a vraisemblablement une capacité à irriguer la croissance aujourd'hui, parce que vous allez faire des commandes d'équipements militaires aux sociétés européennes, et les Français en profiteraient. Et puis on sait bien que lorsqu'on parle de défense, eh bien, on parle de recherche, on parle de développement, et ça, on voit bien que ça irrigue aussi les secteurs civils. Et dans ce cas-là, si on joue une logique de la demande avec plus d'équipements militaires achetés par nos pays, eh bien, on va aussi jouer après une logique de l'offre, plus de R&D, plus de productivité, plus de compétitivité de l'économie. Et vous vous dites, eh bien, ce fameux réveil de l'économie européenne que l'on attendait, eh bien, il peut venir de là. Il arrive. Et donc, vous avez peut-être envie de le jouer en bourse. C'est ce que le marché nous envoie comme message aujourd'hui. Alors, à confirmer, évidemment, parce qu'aujourd'hui, tout est un peu heurté, chahuté, donc spéculatif. Ça, c'est une attitude. Vous enjambez. D'accord. Vous dites, je n'enjambe pas parce que les faits sont têtus. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a cette incertitude, il y a cette volatilité. Et bien, dans ce cas-là, eh bien, il faut jouer plutôt une allocation prudente. À mon avis, c'est pas pour rien que l'or se comporte bien. Vous pouvez jouer aussi si vous êtes un peu plus
avoir un peu plus d'audace. Vous pouvez jouer la volatilité en vous disant il y aura des bouffées de volatilité et donc je vais acheter des produits qui vont me permettre... qui le font très bien. Ouais. Voilà, qui vont me permettre de le faire. Soit vous vous dites moi je veux pas tout ça parce que je comprends pas grand-chose et vous avez un comportement assez classique, incertitude, je préfère les obligations aux actions. Mais dans ce cas-là, comme on a parlé de stagflation, eh bien dans ce cas-là, des obligations indexées sur l'inflation, c'est sans doute mieux. Et puis, du côté des actions, eh bien, on voit bien que les défensifs, c'est mieux que les cycliques. Et vraisemblablement, jouer le thème de la valeur par rapport à celui de la croissance, c'est mieux. Mais ça fait quand même des allocations à court terme dans lesquelles, eh bien, jouer une attitude prudente face au risque s'impose. Et donc, sur les maturités obligataires, par exemple, au-delà de ce qu'on a dit sur la préférence pour les indexés, jouer des maturités pas trop longues, c'est sans doute mieux que jouer des maturités longues. On a beaucoup évoqué, depuis qu'on discute, Hervé Goulet-Kerr, les questions très géopolitiques, très mondiales. Si on regarde un petit peu notre cas franco-français, on a aussi quelques incertitudes budgétaires, donc fiscales. Et voilà, dans Cœur de patrimoine, on essaye de ne pas être day trader et de regarder un petit peu les choses de façon patrimoniale. Ces nouvelles contraintes économiques, fiscales, franco-françaises, elle est peut-être un peu européenne aussi parfois parce qu'il y a nos traités, etc. Mais voilà, est-ce que ces contraintes, il faut savoir, est-ce que l'observateur que vous êtes les prend aussi en compte et se dit, ok, ça pèse peut-être peu face à tout ce qu'on vient de se dire, mais il y a en plus ça. C'est vrai que la situation française, dans cet environnement où on dit qu'il va falloir faire de la dépense publique, dépense de défense, la situation française est inconfortable parce que on a beaucoup de déficits, des niveaux de prélèvement élevés, un endettement fort, un niveau de prélèvement fort, oui, je crois que je l'ai dit. Et donc, la capacité à dépenser plus est compliquée. C'est pour ça que la façon dont l'Europe va décider de ses efforts de surcroît de dépenses militaires est complètement clé pour la France. Il faut mieux qu'on le permette par l'emprunt, et si l'emprunt pouvait être européen, pour la France, ça serait bien mieux. Donc là, il y a un enjeu. Mais sinon, comment desserrer la contrainte que l'on a sur les finances publiques françaises ? On voit bien que tous les paramètres de finances publiques sont sous contrainte. Donc en fait, il faut faire un pas en arrière, et en fait, on a besoin de plus de croissance en France. Plus de croissance, c'est pas compliqué. Vous avez deux éléments, si vous regardez ça du côté de l'offre. Soit vous travaillez plus, soit vous travaillez de façon plus efficace, c'est-à-dire plus de productivité. En fait, il faut jouer sur les deux curseurs. Quand on parlait de cet effort en matière de défense, on formulait le vœu que ça ferait plus de recherche et développement, qui serait une bonne chose aussi pour l'activité civile. Ça, il faut l'espérer que dans le sillage de tout cela, on aurait plus de productivité. Sur le plus de travail, on voit bien que ça veut dire soit travailler plus tout au long de l'année, soit commencer plus tôt sa vie professionnelle, soit la finir plus tard. Et on voit bien que le débat du moment sur les retraites est anachronique. C'est un débat qu'on ne devrait pas avoir parce qu'en fait, en tout cas pas maintenant. La question qui se pose est à l'opposé de cela. Donc, je pense que si on reste dans le strict cadre des finances publiques, il faut faire des arbitrages. Je dépense plus ici, je dépense moins ailleurs. Sachant qu'en termes de prélèvement, donc de fiscalité, en fait, là encore, c'est uniquement des arbitrages. Peut-être que je peux alléger la fiscalité sur certains, mais ça implique de l'alourdir sur d'autres. Donc, on est très corseté. Donc, en fait, s'intéresser à la croissance économique et convaincre les Français qu'on a besoin de plus de croissance, c'est une nécessité. Le discours politique ne porte pas trop ce message et c'est un peu dommage. Bon, on croise les doigts pour qu'on décide d'enjamber. Ce sera porteur. Pour les marchés, ça serait mieux. Et peut-être avec un cercle vertueux. Merci beaucoup, Hervé Goulet-Kerr, donc, et Accuracy qui nous accompagnait ce matin. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
Et après Dubaï et les marchés, on attaque maintenant la dernière ligne droite de Cœur de patrimoine cette semaine en retrouvant Sébastien Coinon. Bonjour Sébastien. Et oui, moins exotique, retour en France. Retour en France pour SoWeFund. Avec vous, on suit régulièrement ce secteur qui intéresse pas mal les épargnants, c'est la tech. Et on évoque cette fois-ci l'emploi qui résiste dans les startups françaises. Et pourtant, vous me disiez en préparant que c'était pas gagné. Bah oui, la tech, l'introduction est bonne, Cédric. On aurait pu dire aussi l'économie réelle. Les startups, c'est quand même des gens qui travaillent et qui construisent alors parfois des logiciels, mais parfois des choses beaucoup plus concrètes. Et c'est vrai que ça résiste et c'était pas gagné, c'est vrai. L'emploi donc dans la French Tech reste bien orienté. Il y a eu quand même ce ralentissement depuis plusieurs mois, certaines incertitudes aussi réglementaires qui a plané comme ça autour notamment des aides. On aime ou on n'aime pas, mais nos startups en France sont quand même pas mal aidées. Il y a des subventions, il y a la BPI, enfin voilà, quantité de choses, un arsenal qui fait que ça tient aussi dans le temps et que nos startups meurent moins et surtout moins vite qu'ailleurs. Et effectivement, donc le chiffre est là, 18 000 créations de postes, donc solde net, 18 000 créations en 2024, Cédric. C'est 5,8% de plus par rapport à 2023. Donc, c'est pas mon chiffre, c'est pas celui de SoWeFund, c'est celui de Numéum, vous savez, de l'ex-Syntec Numérique, là, ce grand syndicat, on va dire, de l'informatique et du monde digital. Donc, Numéum et Motherbase qui a sorti ça donc en toute fin de semaine dernière. Donc, c'est un chiffre vraiment de première main qui a quelques jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu ce qu'on a senti dans d'autres secteurs, le poids de l'instabilité politique. On a vu que tout le monde s'était un peu arrêté en se disant « Attends, on va voir ce qui se passe ». Ça a été moins le cas pour les startups ? Oui et non. C'est-à-dire quand on regarde dans le détail, ça a quand même bien ralenti. D'accord. Donc il y a eu un effet, on ne peut pas dire le contraire, notamment parce que je vous ai dit là, 5,8% en 2024. En fait, avant, on va dire il y a 3-4 ans, on était sur des hausses à 2 chiffres chaque année. D'accord. Donc on a quasiment divisé par 2 la croissance de l'emploi dans le secteur de la French Tech. En gros, il y a toujours aussi des suppressions de postes. Donc là, le solde il est positif, mais il y a quand même beaucoup. Il y a eu des charrettes, des wagonnets, des plans de départ, parfois contraints, dans les scale-up plutôt volontaires, mais bon, avec, on va dire, un accompagnement du salarié. Beaucoup, il faut dire aussi, ont levé le pied, c'est-à-dire qu'elles sont pas séparées de salariés, de collaborateurs, mais non plus embauchées. Donc, on a gelé tout ce qui était même CDD, etc. Ce qui fait qu'au final, si vous regardez autour de cette dissolution-là, donc dès le printemps dernier, quand ça commençait à tanguer, avril, on va dire de avril à juillet, vos créations d'emplois sont divisées par 2 dans l'écosystème startup. Donc, on passe de 3 000 à 1 500 chaque mois. Et puis là, juillet, août, septembre, là, c'est 0 création, ou presque. Et ça repart. Et effectivement, au Q4, donc au dernier trimestre 2024, timidement, mais sûrement. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais. Donc il y a eu un trou d'air, mais qu'on n'a pas comblé, mais ça repart. Est-ce qu'on peut serrer un petit peu, de se dire, il y en a chez qui de toute façon ça marche, et puis au contraire il y en a d'autres c'est plombé ou c'est parsemé? Les gagnants il y a quelques années ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui, c'est vrai. La majorité des startups qui embauchent déjà big picture, là, si on dézoome, elles sont financées. Donc, elles ne sont pas ce qu'on appelle bootstrap. Elles ont des business angels, des family office, des venture capitalistes, donc des VC, à leur table de capitalisation. Donc, elles lèvent de l'argent. Ça, c'est un premier facteur. Ensuite, ces entreprises, celles-ci, donc, embauchent plus que les autres. Elles sont plus exposées aussi à l'international. Donc, pour répondre à votre point, Cédric, la green tech, elle reste dynamique. C'est 4 000 emplois créés l'an dernier. On peut citer un seul exemple. Je ne vais pas vous abreuver de liste, mais enfin de noms. Mais il y a notamment Verkor, ça vous parle peut-être, pour sa giga-usine là, de batteries dans le Nord. Là, évidemment, ils ont besoin, ça embauche à tour de bras et c'est pas fini. Les startups industrielles, donc, et on n'est pas loin de Verkor non plus, elles sont aussi en fort développement. C'est vrai aussi pour tout ce qui est services IT. Et puis, on va y revenir, mais l'IA, donc l'intelligence artificielle, aussi aspire évidemment une bonne partie et des financements et donc des talents. Il faut savoir que l'IA en France est maintenant 1900 startups, donc c'est quand même vraiment bien, qui emploient plus de 50 000 salariés et autant de startups donc, qui ont levé 1,7 milliard d'euros l'an dernier. Donc c'est vraiment un gros montant sur l'ensemble de la French Tech. Côté moins, on va dire, on va retrouver la Martech, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est publicité digitale, etc. La FinTech aussi, qui marque le pas en matière de création d'emplois. Alors, pas tout le monde dans la FinTech. Là, Cocorico, je peux citer
ma boîte, donc Sowifun, classée dans le Tech 500. Sowifun, effectivement, donc dans le Tech 500, c'est un baromètre qui regarde tous les effectifs, secteur par secteur. Et nous, voilà, on augmente de 18% cette année versus l'an dernier. Donc, toujours bien de voir qu'il y a encore pas mal de gens chez qui il y a une dynamique positive. Donc, on est plus au 31 décembre qu'au 1er janvier. Bon, Sébastien, vous avez cité le Nord, là, avec ces gigafactories de batteries. Ça veut dire que on n'est pas parisianiste. Enfin, voilà, c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble de la France, où il y a, à part quelques exceptions, quand même, une barrière autour du périph'. Franchement, là c'est pas terrible. Malheureusement, c'est la French Tech, là, c'est le monde d'avant, mais presque en pire, puisque un emploi sur deux, plusieurs emplois sur deux, a été créé l'an dernier à Paris et en région parisienne. Ouais. Donc, il y a vraiment un aspirateur à emploi, à argent aussi. On va y revenir d'un mot dans un instant. Et les autres régions les plus créatrices d'emplois, là, on peut dresser l'oreille. C'est pas toujours forcément celle auquel on s'attend. L'Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Mais si vous regardez donc là le sous-segment de l'IA, l'Île-de-France capte à elle seule 97% des montants levés. Ouais. Alors, c'est l'IA au sens large. Parce que là-dedans, il y a des boîtes de santé, de marketing, de deep tech, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même... Beaucoup se jouent quand même encore à Paris, quoi. Oui, et si vous avez les fonds, derrière, vous avez les créations d'emplois, ça va avec. Qu'est-ce qu'on retient en résumé sur cette question de l'emploi chez les startups ? Ce premier chiffre qu'on donnait tout à l'heure en début, Cédric, c'est-à-dire donc 18 000 emplois créés en 2024, donc solde positif dans la French Tech. Allez, on croise les doigts pour 2025, mais a priori, ça repart plutôt bien. Il y a eu le trou d'air, c'est vrai, autour de la dissolution, qui a impacté tous les secteurs, et la French Tech n'est pas hors sol, contrairement à ce que certains pouvaient croire. Mais il y a eu ce rebond du dernier trimestre, donc 2024, avec cette solidité, cette résilience, on va dire, de l'écosystème depuis. Et puis donc sur 4 ans, si je dézoome, là en revanche, je constate un ralentissement, donc peut-être une maturité aussi, je sais rien, l'âge adolescent, quasiment adulte, de la Startup Nation, où avant on avait une croissance de l'emploi à 2 chiffres, entre 10 et 15%. Là maintenant c'est plutôt 5-6%, donc c'est bien, mais c'est quand même moins vigoureux. Et puis c'est vrai, on le disait, on terminait là-dessus tout à l'heure, l'IA et la data. Alors là, c'est largement dans le top 3 des technologies qui créent des jobs sur le territoire. Malheureusement, le bémol, c'est que ça accroît la concentration de la French Tech parisienne, j'ai envie de dire, parisiano-parisienne, qui capte, je le disais, donc une bonne partie des fonds, trop sûrement, et donc les jobs qui vont avec. Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie, Sébastien Coinon et Sowifun qui nous accompagnent très régulièrement dans Cœur de Patrimoine pour garder un œil sur ce secteur, sur cette histoire, sur cette aventure de la tech française qui intéresse aussi pas mal les épargnants, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que les family office et les VC qui s'y intéressent. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine. Merci de votre confiance et de votre fidélité et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Très bonne semaine. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.